C'est l'une des rares conférences que j'ai pu suivre dans ce pays qui m'a donné satisfaction. Votre schéma, votre démarche, votre méthode a été très pédagogique et je souhaite que les médias qui ont été là pour enregistrer cette conférence se fassent le devoir citoyen et patriotique de la diffuser intégralement pour que ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement puissent l'écouter. Vous avez fait une conférence très intelligible et très intelligente. Tous les problèmes que nous avons eus chez nous et au-delà en Afrique, c'est l'information qui a manqué aux gens. Beaucoup sont arrivés à s'introduire dans la vie publique en voulant même faire de la politique sans connaître les fondements de base de ce dans quoi ils ont choisi de mettre leurs pieds et leurs mains, leur bouche, leurs yeux et leurs oreilles. Vous avez bien vu les accords que vous avez appelés secrets. Ils ne sont pas censés être secrets. Ils sont censés être connus de tout le monde pour que les gens sachent à quoi riment ces accords. C'est quoi leur contenu? La première fois que nous en avons évoqué ici au Niger, c'est justement en 2005, lorsqu'il était question de faire le débat face à l'option de politique que le gouvernement de l'époque avait voulu imposer à notre peuple sur la base de ce que la Banque mondiale et le FMI ont été amenés à leur imposer comme option de politique fiscale. Cela nous a amenés à choisir de chercher à comprendre, mais au fond, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette façon de faire? Pourquoi cette attitude? Pourquoi on va nous imposer une façon de faire notre politique fiscale? Donc on est remonté dans le temps, on a cherché à comprendre, et c'est là que nous avons découvert ces fameux accords du 24 avril 1961 qui ont été imposés. C'est ça le terme. Ce n'est pas des accords. Ce sont des injonctions, des mesures prises pour sécuriser sa volonté d'accepter de faire avec le temps. La France devait donc prendre ses arrières, accepter d'aller à l'indépendance, octroyer l'indépendance, mais prendre les mesures pour mettre au crochet de nos États ce qui devait lui garantir la survie de la colonisation sous une forme néocoloniale. Vous avez bien vu ces accords. Un à un, on vous les a listés. Prenez l'exemple de l'accord qui dit qu'on doit rembourser les bienfaits de la colonisation. Il faut payer. C'est 10% de vos recettes. Oui. Il faut payer ça. Parce qu'ils nous ont appris le français, ils nous ont créé des écoles, ils nous ont permis de nous civiliser, ils nous ont apporté la civilisation, ils ont fait ceci, et pour ça, il faut payer ça. Et on paye. Mais malheureusement, beaucoup de gouvernements, beaucoup de membres du gouvernement, beaucoup de ministres de finances, beaucoup de dirigeants sont venus à simplement le payer sans chercher à comprendre même pourquoi ils payent. C'est ça la réalité. Ça, c'est important de le savoir. Et aujourd'hui, comme ce n'est pas seulement nous, c'est pratiquement les 14 pays du précaré français en Afrique qui ont les mêmes accords, mais qui n'ont pas été signés le même jour.
Nous, on a signé ça avec la Côte d'Ivoire, le Dahomey et puis le Niger. Nous étions 3. Maintenant, les autres, il y en a qui ont signé leur à une autre date. Nous, c'est le 24 avril 1961. Sachez que le 24 avril 1961, c'est quoi? On venait juste de rentrer dans en réalité, la première vraie république indépendante, mais la deuxième république, parce qu'il y avait la républiquette autonome qui a été mise en place par la constitution du 12 mars 1959. Et la constitution maintenant qui a été mise en place, la république qui a été mise en place sur la base de la constitution du 8 novembre 1960, c'est à la suite de cette constitution-là que la première république, comme on les compte aujourd'hui, a commencé. Et quand elle avait justement commencé à cette occasion, il fallait mettre les institutions prévues par cette constitution-là, qui était une constitution en réalité de régime de type présidentiel et en tant que tel. Parce que c'est l'Assemblée qui a désigné le président, on n'a pas fait des élections, c'est l'Assemblée qui avait désigné le président à l'époque, et il a mis son gouvernement 2 mois après la mise en place de ce gouvernement-là. C'est ça qui a donné lieu à la signature de ces accords. Les ministres qui ont apposé leurs mains sur les papiers là, je vous jure, ils n'ont rien compris de ce qu'ils ont lu. Ils n'ont rien compris, ils ne pouvaient même pas comprendre. Ils ont seulement signé. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de gens ici, on les amène des papiers, on dit signe ici, ils ne lisent pas. Et il y en a beaucoup on a eu affaire à beaucoup de responsables comme ça. Ils signent des papiers sans lire. Et parfois sans comprendre. Et dans le cas d'espèce, c'est sans comprendre et puis sans lire. C'est ce qui est arrivé le 24 avril 1900. C'est pour ça que c'est des accords qu'il faut considérer comme étant des accords léonins, des accords caducs. Et nous devons assumer notre devoir de considérer que ces accords, ils sont caducs. Et on ne peut plus continuer à les appliquer. C'est ça qu'on avait suggéré en 2005 au gouvernement de l'époque pour dire qu'il faut qu'on fasse la diversification des partenaires, la valorisation et la révalorisation de nos ressources minières et pétrolières, procéder à l'élaboration d'un vrai code minier et pétrolier qui doit nous permettre de mettre en valeur nos ressources sans avoir à demander l'autorisation de la France. Et c'est dans cet esprit-là qu'il y a eu le courage politique qu'on a constaté que Tanger a fait preuve pour accepter d'abord de considérer qu'on va faire la diversification des partenaires et les 34 permis miniers qu'il y avait, où Areva disait que c'est tout ou rien. Tanger a dit on a déjà opté pour la diversification, donc on ne peut pas on vous donner tout. Ils ont dit c'est tout ou rien, c'est donc rien du tout. Et c'est comme ça qu'on a donné le truc de Azelik aux Chinois, le truc de Madawela à Goviex, et puis Toulouk et autres comment on appelle ça, aux Australiens, aux Sud-Africains. Bref, il restait juste 4 permis sur lesquels il était encore décidé à donner s'ils avaient hésité. C'était le permis de Imouaren et autres là, où ils avaient insisté parce qu'ils savaient que déjà on a fait une mise en évidence, on l'a estimé déjà à environ 250 000 tonnes, ils ne voulaient pas le lâcher. Et voilà pourquoi ils ont demandé à ce que Tanger vienne en France. Tanger a dit qu'il ne va pas aller en France. S'il veut, il n'a qu'à venir. C'est à lui de venir ici et non là-bas. Et c'est comme ça que ça a été fait. Justement, Sarkozy a été obligé de se déplacer le 27 mars 2009 ici au Niger pour venir signer le fameux accord sur l'affaire comment on appelle ça, de Imouaren là. Et toutes choses que chacun se rappelle, c'est parce que c'est récent, la conférence qui a été faite comment on appelle ça, la conférence à la fin de son séjour, de quelques heures. Donc tout le monde se souvient. Et c'est grâce à ça que cela a pu être fait. Et les gens avaient dit, compte tenu de tout ce que nous sommes en train de faire là, et au regard de la situation gravissime dans laquelle nous sommes en train de nous retrouver, il est absolument important que nous nous donnons une dose de courage. Mais je vous dis, professeur, ça a été vague.
la démarche. Parce que tel que vous avez exposé les accords là, il n'y a jamais eu une séance de travail qui ait regroupé une équipe quelconque dans ce pays au nom de l'État pour dire on va regarder ces accords là, on en fait quoi. Mais je pense que maintenant on va le faire. Et je pense que maintenant on peut le faire. Et je crois que maintenant on a déjà commencé. Mais il ne faut pas vous tromper, les accords dont on a parlé, comment on appelle ça, et les accords d'avant-hier là, qu'on a dénoncés, ce n'est pas de ces accords-là qu'il s'agit. Les accords qu'on a dénoncés avant-hier pour chasser les bases qui sont parties là, ce n'est pas en réalité de ces accords, c'est entre autres. Parce que ces accords-là, ce n'est même pas en tant que tel des accords. Ils sont venus s'imposer à nous quand il y a eu la situation du Mali. Ils sont venus, ils ont utilisé le Niger comme base logistique. Sans papier. Et c'est en cela que c'était grave pour les gens qui avaient juré sur le livre saint de leur confession de respecter et de faire respecter la Constitution et de jouer à leur vrai rôle de chef de l'État, président de la République, garant de l'indépendance nationale, garant de l'intégrité du territoire, garant de la souveraineté nationale, à qui la Constitution fait obligation de recourir aux voies de droit avant tout accord qui va permettre aux bases d'arriver ici au Niger. Les mêmes gens, M. Omar, ils ont insulté Kounché. Mais Kounché a été capable, au lendemain de son coup d'État, de chasser les Français du Niger. Kounché a été capable, au lendemain de son coup d'État, de chasser Taïwan, qui était celle qui était souhaitée et voulue par les Occidentaux, la Chine de Chiang Kai-shek, pour opter, pour soutenir et faire venir la Chine populaire de Mao. À l'époque, Mao était vivant. Et pourtant, les gens se présentent comme étant plus à gauche de Kounché, ce qui est faux. Parce que même après, quand pendant la transition, on devait reconnaître Taïwan, ils ont reconnu Taïwan, mais quand ils sont arrivés au pouvoir, ils n'ont jamais été capables de dénoncer la présence de Taïwan. Ils sont même allés chercher l'argent avec Taïwan. On connaît l'histoire. Et pour que justement on puisse encore chasser Taïwan et ramener la Chine continentale, la Chine populaire, la Chine de Mao, il a fallu encore l'arrivée des militaires, c'est-à-dire les enfants de Kounché qui étaient barrés maintenant. Les barrés qui a ramené la Chine. C'est un débat. Je le pose. C'est pour que les gens comprennent que dans ce pays, on a souvent eu affaire à des élites escrocs. Des intellectuels malheureux, des gens de conditions serviles mentalement et qui sont à la base de la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui encore. Nous avons dit qu'il fallait engager la valorisation de nos ressources minières et pétrolières. Nous sommes un pays, sachez-le, c'est l'unique au monde. Je vous fais la révélation. C'est un pays, pour les ésotériques, c'est un pays de 7 chiffres. Le Niger est différent de tous les autres pays. C'est un pays de 7 chiffres. Nous avons 7 portes tirées par une ville de 7 portes, dont le centre, le point 0, est un point de 7 portes. Et le chiffre de sa superficie divisé par 7 donne un chiffre rond. Vous pouvez prendre, hein? Quand vous divisez 1 267 000 km², 1 267 000 km², ça vous donne 181 000. Donc ça veut dire qu'on peut composer notre pays en 7 km² fois 181 000. C'est ça la vraie superficie du Niger d'aujourd'hui. Je ne parle pas de tout ce que vous avez dit, mais on parle du Niger d'aujourd'hui. Le Niger d'aujourd'hui que nous avons hérité et qui doit servir de levier, de moteur pour le combat, pour l'Afrique,
pour sa libération et même la libération de l'humanité, pour une humanité juste. C'est ce combat-là que nous, on est en train de faire. Et nous sommes convaincus que ça va pouvoir se faire, ça va pouvoir arriver en termes de résultats, mais il a dit des conditions qu'il faut. Avoir la conscience que nous devons croire à nous-mêmes. Si nous ne croyons pas en nous-mêmes, si vous ne croyez pas en vous-même, si vous pensez que c'est grâce à quelqu'un, tout à l'heure, M. Moukela avait donné une citation de l'ancien président déchu, qui ne croyait pas en lui et à son pays, qui avait dit que le peuple nigérien n'avait pas la dignité de réclamer d'être souverain. Le peuple nigérien n'a pas la dignité de réclamer d'être souverain. C'est la déclaration, il l'a faite le 25 juin 2022. Notez ça. Écrivez ça comme dira l'autre. Il a dit que la France n'est pas au Niger pour chercher quoi que ce soit. C'est par pitié qu'ils sont là pour nous aider. Il a dit que nos matières premières, c'est un mythe qu'aujourd'hui on parle des portables, on parle de ceci, de cela, comme si les portables, ce n'est pas des matières qui servent à faire les portables. Aujourd'hui, pour faire ce qu'on est en train de faire, vos ordinateurs, c'est vrai que ce n'est plus la même matière. Pour faire un ordinateur aujourd'hui, porter un ordinateur de 1000 gigas, mais on n'a pas besoin de faire un bâtiment qu'on faisait au début où on a inventé l'informatique. Et moi, je ne parle pas de quelqu'un. Je pense que c'est les acquis de l'humanité. Nous n'avons aucun complexe à recourir aux acquis de l'humanité qui sont le fruit de l'évolution de l'humanité qui a rendu possible ces nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est tous ces outils disponibles. Ce n'est personne qui va les revendiquer pour dire que c'est pour lui. C'est pour l'humanité. Et on ne doit pas avoir de complexe à en faire recours et à en faire un bon usage. Et je souhaite que nos parents, nos frères, nos enfants, en utilisant ce qu'ils ont comme moyen de combat aujourd'hui, notamment les réseaux sociaux, qu'ils sachent les utiliser utilement. C'est ce que Dieu nous a donné comme cadeau pour gagner le temps, pour transcender le temps et l'espace. Une information qui se fait tout de suite à l'Élysée, dans les secondes qui suivent, on est au courant. Et on a les moyens de réagir. Alors qu'avant, on classait les dossiers, il faut 50 ans pour déclassifier une information. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. L'humanité a acquis des positions où on peut avoir des informations qui nous permettent de gagner, à part enjamber par rapport à notre combat pour l'affirmation de la souveraineté. Je souhaite que nous en prenions conscience et que ce genre d'activité intellectuelle, qu'elle puisse se développer, se renforcer, et en tant que cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne, nous considérons que votre action rentre tout droit dans notre initiative globale qui est celle de promouvoir la citoyenneté responsable à tous les niveaux pour que les citoyens, partout, ils prennent conscience en toute responsabilité de leurs droits et leurs devoirs et qu'ils s'assument et qu'on laisse tomber les petites querelles inutiles qui ne nous mènent nulle part. Si on comprend le vrai problème, on ne s'attarde pas sur les détails. Aujourd'hui, nous savons, ils sont où, ces vallées-là, avant 2026. Avant le 26, ils sont où maintenant? Ils sont où? Pourtant, on a parié avec l'avenir, on leur a dit qu'un jour, vous serez surpris. Un jour, vous serez surpris. C'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Dieu a inventé Moïse, il a donné l'exemple dans l'Antiquité, il a inventé le même type de Moïse chez nous, et il a rendu possible le résultat qu'on a eu. Je vais m'arrêter là pour ne pas abuser, et je pense que le débat ne fait que se lancer maintenant. Je vous remercie.